Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette émission, le Tic Tac que j'anime avec ma consoeur Peace, bonjour. Bonjour Joël. Ensemble, nous recevons Richard Boni Ouourou, politologue béninois, acteur politique. Avec lui, nous parlons des élections législatives de janvier 2023, du regain d'activité politique en cours dans l'espace public, alors que le spectacle des mouvements transhumants bat son plein au Bénin. Les fondamentaux de la réforme du système partisan semblent être éprouvés. Avec notre invité, nous posons le diagnostic sur cette émission. Féru de l'actualité, Richard Boni Ouourou va sans doute opiner sur certains sujets de ces dernières heures au Bénin. Richard Boni Ouourou, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Joël, bonjour à toi Peace. Bonjour Richard. Et merci de m'accorder cette interview. Alors, dites-moi, que pensez-vous du repositionnement actuel des partis politiques au Bénin et pour être plus précise, que dites-vous du mercato politique entre surtout les deux grands partis de la mouvance présidentielle? Merci Peace. Vous avez parlé de mercato politique. C'est un terme qui est beaucoup plus utilisé plutôt dans le domaine footballistique que dans le domaine politique. Et ça suppose tout ce que ça suppose comme débauchage, intérêt. La question est, est-ce que tous ces intérêts, tous ces débauchages sont dans l'intérêt des concitoyens? Aujourd'hui, il y a une réforme du système partisan qui est très éprouvée. Le diagnostic était que dans l'espace politique, il y avait beaucoup de partis qui, selon le diagnostic que les experts du chef de l'État ont posé, qu'il y avait des partis politiques qui étaient inutiles. Et que par conséquent, il fallait resserrer les rangs, il fallait créer de grands blocs. Et surtout, le diagnostic qui a primé surtout, c'est que il n'est jamais arrivé dans l'histoire politique de notre pays, depuis 30 ans de démocratie, qu'un parti politique porte un chef d'État au pouvoir. Ce qui, par conséquent, veut simplement dire que les chefs d'État qui sont au pouvoir, ce sont des personnes qui restent en embuscade et au bon moment, ils surgissent dans l'espace politique et remportent l'adhésion des concitoyens sans que ces derniers ne les connaissent. Nous les connaissons sur le plan des visions, sur le plan politique, leur positionnement et autres. Ce diagnostic étant perfectible, on est allé directement sur la formulation d'une loi, que nous appelons aujourd'hui le système partisan, qui a été raillé par tous les analystes politiques ainsi que par la population. Un des corollaires, c'est toutes les élections qui sont issues de cette loi-là sont des élections qui ont été boycottées par les populations. Aujourd'hui, on s'en rend compte très clairement que ceux qui ont raillé cette loi sur le système partisan ont raison. Les populations qui ont boycotté les élections ont raison parce que les partis politiques qui sont supposés être des blocs politiques sont aujourd'hui éprouvés. En leur sein, la dynamique de redéploiement que nous subissons aujourd'hui n'est en réalité que la manœuvre d'une très faible conviction. Les gens qui se sont alliés ne se connaissent pas, ils ne sont convaincus de rien, ils ne sont unis par aucune idéologie. La seule raison de leur union, c'est d'être dans une sorte de club à la disposition du chef de l'État. Alors, aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte peut-être qu'il y a un club qui a plus de privilèges que l'autre au regard du chef de l'État. Alors, on cherche toujours là où on peut se positionner pour être plus proche du chef de l'État pour qu'à un moment donné, on puisse bénéficier des largesses de ce dernier. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage parce que en réalité, ça ne profite plus aux populations, mais ça profite à quelques personnes qui sont supposément des élus. Donc, le diagnostic qui a été posé pour aboutir au système partisan est mal posé. La solution qui a été apportée a été mal formulée déjà et mal exécutée, donc tout le château s'écroule. Mais Richard Boni Ouourou, vous semblez mettre le curseur sur
disons, une crise des convictions. Mais est-ce qu'au fond, dans un pays démocratique, dans un pays de droit, ce n'est pas du ressort des citoyens de jouir de leur liberté, d'aller devenir et de pouvoir épouser à un moment donné une idéologie au sein d'un parti et pouvoir peut-être s'en départir aussi à un moment donné de leur vie? Bien évidemment, en démocratie, le droit au choix est un droit fondamental. Ça révèle le caractère libre des populations. Mais vous avez parlé de débauchage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous qui l'avez dit. Par conséquent, pour arriver à débaucher quelqu'un, c'est qu'il faut l'intéresser d'une façon ou d'une autre. Et le débauchage n'a jamais été quelque chose de sain, quelque chose d'idéologique, sinon quelque chose de partisan au sens strict des politiques. Le débauchage, c'est qu'on vous donne un intérêt plus surévalué que ce que vous proposent ceux qui sont là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je parle encore une fois du diagnostic qui a été posé. C'est qu'il faut qu'à un moment donné, nous ayons des blocs politiques qui sont positionnés par rapport à des visions ou des idéologies, si vous voulez. Le bloc républicain, au tout début, a dit que nous sommes un bloc libéral. Il y a l'Union progressiste qui parle du progressisme, donc si nous voulons le positionner sur l'échiquier politique, on dira qu'ils sont peut-être au centre-gauche. Donc, ce sont en réalité deux blocs avec deux visions. Alors, je trouve très peu probable qu'un libéral du centre-droit, par exemple, se retrouve demain avec un autre du centre-gauche. Ils ne partagent pas les mêmes idéologies. Et parlant de là, vous avez par exemple l'UDBL qui dit, bon, écoutez, ça devient un mariage forcé. Donc, les gens sont clairement, ils ne sont plus dans le domaine de la politique, ils ne sont plus dans le domaine de la vision. Ils sont dans le domaine d'une union qui n'est basée sur rien, à part le fait qu'on partage quelques intérêts ensemble. J'ai envie de vous poser la question de savoir, en tant que politologue, est-ce que vous ne pensez pas que, avant que la réforme du système partisan tel que pensé, tel que conçu, ne prenne réellement, est-ce que ce n'est pas normal qu'on assiste à ces divers flottements? Non, ce n'est pas normal. Déjà, ce n'est déjà pas normal qu'il soit de l'ambition de décider qu'il y a trop de partis politiques dans un pays et qu'il faut réduire le nombre de partis politiques. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de partis politiques dans un pays ne peut engendrer aucune catastrophe politique ou sociale ou économique. C'est juste que... Vous savez aussi que, disons, la prolifération de ces différents partis politiques, paix à son âme, le feu professeur Albert Ivo les appelait donc des clubs électoraux. Vous savez aussi qu'en dessous, en toile de fond, se jouait, disons, une sorte de marchandage au Parlement notamment, et qui bloquait un tant soit peu le développement du pays. Non, ça ne bloquait pas le développement du pays. Je suis désolé de vous arrêter là-dessus. Le marchandage politique a toujours été dans toutes les façons de faire de la politique. Dans toutes les façons de faire de la politique. Il y a des fois où, c'est quand le vice est trop poussé qu'on parle de clientélisme. Mais le marchandage politique a toujours été à l'ordre du jour dans toutes les négociations politiques. Si je suis, par exemple, un climatologue ou un parti qui a une vision, qui veut lutter contre le réchauffement climatique, et que vous êtes un parti libéral, par exemple, et que l'autre est un parti conservateur, ben écoutez, si le parti libéral veut mes votes, pour faire passer une loi, il faudra que nous marchandons pour que le Parti libéral accepte de mettre en œuvre certaines de mes propositions. C'est à ce niveau-là qu'on parle de marchandage. Maintenant, si le marchandage, si nous sommes au Bénin habitués à une autre sorte de marchandage, écoutez, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle les lois contre la corruption, la lutte contre la corruption. Toutes ces lois permettent de ne pas aller au-delà du vrai marchandage politique pour mettre en place une vision politique nécessaire au développement du pays. Ça n'a rien à voir avec un clientélisme ou autre sorte de vice. En d'autres termes, la réforme du système partisan, selon vous, a complètement échoué. Et s'il vous arrivait d'accéder au pouvoir, vous risquez de la supprimer?
Non, ce n'est pas supprimer la réforme du système partisan qui est le vrai problème. Il faut une réforme du système partisan. Quand cette réforme a été formulée et mise en œuvre, j'ai fait une proposition qui a été publiée à l'époque par Feu Folie, qui, dans ma proposition, je disais, la réforme du système partisan au Bénin, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que le système partisan au départ, et ensuite, il faut pouvoir réformer notre espace politique pour que les leaders, ceux qui veulent aller solliciter le mandat des populations, soient davantage plus proches d'eux. Donc, il faut mettre en place des mécanismes qui rapprochent l'élu de ses électeurs et non mettre en place un mécanisme qui va créer un chaos qui les distancie totalement. La réforme du système partisan aujourd'hui a fait qu'il y a eu des politiciens qui détiennent les mandats de quelques électeurs aujourd'hui, mais qui en réalité ne peuvent même pas demain matin aller vers ces électeurs pour leur parler, non seulement de présenter un bilan, mais pour leur expliquer ce qu'ils font au sein du Parlement et même porter la voix du chef de l'État vers ces leaders-là. Il y a beaucoup de leaders qui ne peuvent pas rentrer aujourd'hui dans leur fief. Il y en a qui ont été même extirpés, bombardés, comment on appelle, ambassadeurs en dehors du pays juste pour qu'ils ne subissent pas la vindicte populaire. Donc, nous sommes d'accord que la réforme du système partisan a échoué. Aujourd'hui, le diagnostic reste relativement le même. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se baser sur la perception que la politique, la pléthore de partis politiques engendre des convenus pour le système démocratique et formuler des lois. Mais il faut comprendre réellement la démocratie elle-même, ce qu'elle réclame pour pouvoir se stabiliser, quel est le rôle des partis politiques au sein d'une démocratie, comment est-ce qu'il faut faire pour que les partis politiques qui ne portent pas de vision, mais qui ont en l'idée d'exister de par leur opinion, puissent s'allier avec des mouvements qui portent les mêmes visions qu'elles, mais que ces visions-là soient issues de la culture, du besoin au quotidien des populations. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous parlez de mercato politique à l'approche d'une élection qui aura lieu dans quelques mois, mais le débat dominant dans l'espace politique aujourd'hui, ce n'est que celui du débauchage des politiciens, celui du débauchage de la désunion au sein des partis politiques, de la dislocation presque de certains partis politiques, mais personne ne parle du vrai débat qui doit exister à l'approche d'une élection, à savoir quelles sont les conditions de vie des populations. Il y a l'inflation aujourd'hui qui prend de l'ampleur, il y a un recul du pouvoir d'achat des populations, il y a un recul de la consommation qui plombe l'économie de façon générale. Donc, il y a tout cet ensemble de choses, il y a Internet, il y a toutes ces problématiques dont les populations vivent au quotidien. Et quand les populations veulent donner un mandat à un élu, c'est pour aller régler au moins un de ces problèmes-là. Il y a la réforme foncière, par exemple, pour les gens qui font des champs à l'intérieur. Il y a la réorientation de l'économie agricole. Donc, il y a toutes ces questions. Mais Richard Boni-Ouorou, puisse vous poser il y a un instant la question, je me permets donc de repréciser peut-être le sens, puisque personnellement, je n'ai pas encore eu ce que j'attendais de vous. On fait souvent la critique à ces intellectuels à col blanc, vous en faites partie, un politologue, nous l'avons dit à l'entame de cette émission, de s'enfermer souvent dans des ouvrages, dans des livres, dans des théories. Alors, ce dont nous parlons, est-ce que c'est au fond, ce n'est pas le problème de l'homme? Est-ce que ce n'est pas plus le problème de l'homme que du problème peut-être des lois qui ont fécondé cette réforme du système partisan? Bien évidemment, les lois sont à mais je l'ai dit, peut-être que vous avez l'oreille sélective, je l'ai dit, c'est que les lois sont à l'image de leurs promoteurs. Donc, ce que j'ai dit est très simple, c'est que le diagnostic est mal posé. Les lois qui ont été formulées sont formulées sur la base de perception, pas sur la base de connaissance. Donc, oui, il faut légiférer pour encadrer plusieurs secteurs dans le pays. Mais avant de légiférer sur une question, il faut connaître la question, il ne faut pas la percevoir.
Est-ce que vous avez une baguette magique aujourd'hui, Richard Boni Ouroux? Peut-être si vous vous êtes donné l'occasion de réguler un peu le fonctionnement du système partisan, de sortir, peut-être de votre sac, disons, une formule pour discipliner tous ces acteurs qui nous offrent aujourd'hui ce spectacle. Je ne suis pas en ce sens utopique pour prétendre avoir être le magicien que vous voulez, mais ce que je vais dire, c'est que quand on connaît le problème, on apporte des solutions. Le problème, il est quoi aujourd'hui? Il est que les élus ne sont pas proches de leur mandat et s'isolent encore davantage une fois qu'ils sont élus. Alors, selon moi, la première solution à apporter pour que la vision soit au rendez-vous, c'est que ces élus puissent se rapprocher davantage de leur mandat. Donc, nous, ce qu'on avait proposé à l'époque, c'était que la loi fasse en sorte que le se base réellement sur le financement des partis politiques. Et que le financement des partis politiques soit fait à la base par leur mandat et que ce financement-là, chaque personne qui donne un financement le rattrape par un crédit d'impôt, par exemple. Ce sont des réformes qui ont été mises en place dans plusieurs autres pays et qui marchent très bien. Alors, on peut mettre ça en place, ce qui permettra aujourd'hui, par conséquent, aux élus d'aller, en allant chercher des financements de leur mandat, de profiter en même temps pour les convaincre. Parce que si vous ne me convainquez pas, je ne peux pas vous financer votre campagne ni vos activités politiques. Donc, les élus vont déployer des moyens par leur vision, par l'attrait de leur programme pour aller comprendre réellement ce dont les populations ont besoin, leur formuler des programmes qui sont en lien avec leurs besoins, non seulement au quotidien, mais de façon générale pour encadrer leur vie et leur retourner la prospérité, avant de pouvoir espérer retirer 500 000 francs de chacun pour aller faire leur campagne. Donc, la loi sur le système partisan, c'est plutôt une réforme sur le financement des partis politiques qu'il faut. Mais aujourd'hui, on se rend compte que l'État dit, vous pouvez être n'importe qui, vous n'avez pas de vision, vous n'allez jamais voir vos mandants, vous ne prenez pas en compte leurs préoccupations, mais moi, l'État, je vous donne de l'argent. Et cet argent, c'est par ricochet l'argent des concitoyens qui ne veulent pas donner cet argent-là à certaines personnes, mais on leur donne cet argent-là. Si vous avez des élus. Si vous avez des élus. Mais ces élus aujourd'hui, vous vous rappelez très bien de l'élection qui est en cours, celle de 2019, où il y a eu des élus qui ne sont pas représentatifs de leur comté, dans des comtés où il n'y a même pas eu d'élection, il y a eu des élus qui en sont issus. Donc, ces élus-là, aujourd'hui, ne sont pas représentatifs. Ils ne portent pas le mandat du peuple. Ils portent le mandat de celui qui veut qu'ils aillent servir un certain dessein à l'Assemblée nationale. Donc, toutes ces questions-là doivent être réglées par une réforme qui rapproche l'élu de son mandat au lieu de l'isoler. Richard Boni Ouroux, je pense, je vais dire, pour être plus légitime dans le débat politique, vous travaillez à la mise sur pied de votre parti politique. Aujourd'hui, qu'en est-il? Où en êtes-vous? Et pourquoi ne pas simplement entrer dans l'un des grands partis qui existent, autant de la mouvance ou de l'opposition? Très bonne question, Peace. En effet, oui, nous avons pris la décision avec un groupe de compatriotes avec lesquels nous partageons les mêmes visions, de procéder à la création d'un parti politique conformément aux règles qui sont en vigueur aujourd'hui. Cela part d'un constat très simple. Vous posez la question à savoir pourquoi est-ce que je ne m'engage pas dans un des blocs. Le constat est très simple. C'est que nous voulons faire de la politique sur la base d'une vision. Et notre vision est basée sur le diagnostic que nous faisons des préoccupations des populations. Donc, nous prenons en compte un certain nombre de diagnostics qui sont en lien avec la vision que nous portons. C'est-à-dire une justice distributive, une réforme de l'économie, une réorientation de l'économie, la diversité, les nouvelles technologies. Donc,
toutes ces réformes-là, pour nous, sont des réformes qui sont importantes pour le bien-être des populations. Et nous portons cette vision-là. Et on s'est dit, dans l'espace politique aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui porte une vision qui soit proche de celle des besoins des populations. Par conséquent, il ne nous est pas utile de nous engager avec un parti politique qui n'ont aucune vision à part celle de dire, bon écoutez, il faut aller à une élection, il faut avoir des grands rassemblements politiques, il faut rien que des questions de politique et non des questions de développement. Nous sommes engagés pour le développement, nous ne sommes pas engagés forcément sur des questions démocratiques et de liberté qui sont parfois des questions au contour assez flou, surtout dans des pays où les populations sont marginalisées. Il y en a beaucoup qui vivent en marge du système démocratique depuis près de 30 ans. Je vous parie que si vous allez dans mon village, par exemple à Sobroukou, que vous déposez ma tante, vous déposez un agent de sécurité et un garde forestier, et vous lui demandez qui est policier parmi les deux, elle trouvera un policier parmi les deux. Ce qui veut simplement dire que cette personne-là vit en marge du système démocratique. Et dans nos 80% de personnes qui vivent dans nos zones rurales vivent en marge du système démocratique. Mais ces personnes-là ont certains besoins en termes de réformes foncières, en termes de réformes économiques, en termes de réformes sur l'éducation et en termes de réformes sur plusieurs domaines qui participent au développement à la base. Donc, je me rends compte que lorsque l'on examine votre discours, vous parlez développement, vous parlez de justice, peut-être d'équité, des problèmes fondamentaux auxquels sont confrontés nos concitoyens au fond du pays. Curieusement, ces mêmes éléments de langage ressortent des discours que nous avons toujours entendus. On se pose la question, au vrai sens du terme, quelle plus-value ce parti, peut-être en gestation, va-t-il pouvoir peut-être apporter? De façon claire, quel est votre positionnement? Est-ce que vous serez un parti de la droite? Est-ce que vous serez un parti de la gauche ou du centre? Nous serons un parti du centre-gauche progressiste. Donc nous serons un parti libéral. Mais vous dites, vous m'accusez d'avoir un discours qui est uniformisé. Ok, je comprends. Qui est uniformisé, c'est-à-dire un discours qui a la même connotation que tous les discours que vous entendez. Je suis désolé. Je vous ai écouté plusieurs fois sur d'autres chaînes avec d'autres invités. Et la plupart du temps, les débats n'ont pas porté sur les sujets que nous abordons aujourd'hui. Les débats ont porté en substance sur les redéploiements politiques, comment est-ce qu'on fait pour qu'un parti politique soit fort au détriment d'un autre, comment est-ce que la personne qui est devant vous peut aller mobiliser l'ensemble de Nati Tengou ou de Misrete. C'est sur ces questions-là que les débats posent. Mais vous ne poussez pas peut-être le sens du journalisme que je vous reconnais. Vous êtes un très bon journaliste, mais je ne vous entends pas avec beaucoup plus de pertinence, par exemple, sur la question du djihadisme qui touche les populations du Nord, à Boukoumbe, par exemple, et à Karimama. Des populations ont été kidnappées, des soldats de nos forces de défense et de sécurité sont massacrés. Les populations vivent dans une psychose relative dans cette zone-là. Vous n'en parlez pas. Aujourd'hui, la Libori est découpée. Aujourd'hui, la Libori est isolée du reste du Bénin à cause des questions climatiques, à cause des pluies torrentielles qu'il y a eu là-bas. La Libori, il y a des ponts, il y a des villes, des villages qui sont totalement isolés du reste de l'ensemble du pays. Il y a comment on appelle, des producteurs agricoles qui sont de plus en plus pauvres, alors que sur la chaîne, d'autres personnes qui interviennent dans le même domaine, comme des vendeurs d'engrais et autres, qui s'enrichissent énormément, mais des populations qui sont davantage pauvres. Il y a toutes ces questions-là sur lesquelles je ne vous entends pas débattre. Est-ce que le gouvernement pays aujourd'hui ne fait pas quand même des efforts substantiels pour contenir cette menace djihadiste-là, qui est un problème
planétaire, pratiquement. Oui, vous sautez le sujet parce que nous n'étions pas sur le gouvernement. Nous sommes C'est vous qui évoquez le sujet du djihadisme. nous sommes en train de parler des questions relatives aux personnalités politiques, leur vision et ce qui déroule. Et moi, je vous invite à vous expliquer ce qui fait la différence entre nous et ceux qui sont sur le terrain. Ceux qui sont sur le terrain, j'en arrive, ceux qui sont sur le terrain sont beaucoup plus sur des questions de politique d'intérêt politicien, alors que nous sommes sur des questions de développement d'intérêt communautaire. Pourquoi vous pensez que, parce que les médias ne s'intéressent pas forcément à ça, ils n'existent pas? Je n'ai pas dit que les médias n'existent pas. Vous avez dit que le journaliste ne documente pas suffisamment les politiciens sur ces différents sujets. Je dis que il y a comme, permettez-moi de le dire comme ça, il y a comme une forme d'abus et de suivisme. C'est-à-dire que, en temps normal, le journaliste, il est le gardien de la démocratie. C'est celui qui permet aux concitoyens, à l'électeur, de formuler une opinion sur la base de l'analyse qu'il fait des diverses opinions qu'il arrive à récolter dans l'espace politique ou dans la société. Aujourd'hui, quand vous vous enfermez dans des débats purement politiciens, de redéploiement, de mariage forcé, de transhumance politique, de débauchage et autres, vous faites le jeu d'une classe politique paresseuse et sans vision, alors que vous auriez pu vous mettre du côté des populations qui vous ont permis aujourd'hui de faire le travail que vous faites, parce que votre liberté de presse est formulée sur le prolongement de la liberté d'expression des populations. Par conséquent, vous êtes redevable à ces populations-là, donc vous devez vous mettre de leur côté. Mais la plupart du temps, et je ne vous accuse pas personnellement, ni vous aussi, Madame Pisse, mais quand vous prenez la une de plusieurs médias, qu'est-ce qu'on dit? C'est Romuald Wadaï vient d'avoir 10 milliards de francs CFA. Patrice Talon a aidé les populations de Soava. Ce ne sont que des questions comme ça. Or, ce que les populations attendent de vous, c'est que vous creusiez le fond de ces questions. Quelle est la contrepartie de toutes ces annonces? Romuald Wadaï a eu 10 milliards sur le marché, a levé 10 milliards sur le marché financier. En contrepartie de quoi? Et pour quelle finalité? Donc, ce sont ces questions-là qui sont des questions, et nous, la prétention que nous avons, c'est que nous formons en parti politique pour exiger du milieu politique qu'on fasse des débats sur des questions existentielles, sur des questions de développement, sur des questions qui sont en relation, sinon en lien direct avec le quotidien des populations, et non sur des questions forcément politiciennes, de démocratie. Richard Boni Ouourou, seriez-vous présent aux élections législatives de janvier 2023? Malheureusement, non. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, on n'est pas obligé d'être candidat avant d'intervenir dans la politique de son pays, avant de mettre son expertise au bénéfice du développement de la communauté, avant de faire du bien relativement à sa communauté. On n'est pas obligé d'être candidat, on n'est pas obligé d'être élu, on n'est obligé d'être rien. On a juste besoin d'avoir la volonté et assez de patriotisme en soi pour se ranger du côté des plus démunis, des plus fragiles. C'est tout. Donc on n'a pas besoin d'aller à une élection pour ça. Et surtout pas dans les conditions actuelles. Toujours concernant votre parti, j'ai envie de savoir, est-ce que après que tout sera fin prêt ou que vous serez enregistré, vous le serez pour le compte de l'opposition ou de la mouvance? Oh, écoutez, cette question, vous auriez pu y répondre facilement. Écoutez, je suis depuis 2016 opposé au régime actuel, opposé à ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, qui fait que je ne peux pas m'engager dans aucun des blocs aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on parle de deux blocs politiques, mais en réalité, on a, comme on le dit trivialement dans notre pays, un monstre à deux têtes. Les deux blocs politiques se réclament d'appartenir au
président de la République. Donc, et moi, je ne me vois pas dans ce que fait le président de la République aujourd'hui. Donc, je serai totalement de l'opposition. Est-ce que, comme d'autres de vos collègues politiques, vous rentrerez dans l'arène politique par l'opposition pour finir à la mouvance? C'est pour vous poser la question de savoir quelle est votre analyse des défections au sein de l'opposition aujourd'hui. Écoutez, défection au sein de l'opposition, malheureusement, il n'y a pas qu'au sein de l'opposition qu'il y a des défections, il y a même des défections au sein de la mouvance. Donc, il y a des défections de façon générale. Donc, que ce soit opposition ou mouvance, il y a des défections. Non, la question est de savoir pourquoi est-ce que la politique dans notre pays est aussi instable. Maintenant, pour répondre rapidement à votre question, vous voulez savoir si je peux passer par l'opposition pour me retrouver, comment on appelle, à la mouvance. Malheureusement, je ne suis pas ce genre de personne. Ça fait depuis 2016 que je milite contre le régime de Patrice Talon. Je n'ai pas manqué d'avoir des amis au sein ou des propositions venant qu'on appelle du régime de Patrice Talon, mais des propositions qui ne m'intéressent pas, dans ce sens que je ne me vois pas dans leur vision. J'ai envie d'avoir une conscience tranquille et je veux monter un parti politique avec des amis pour réellement lutter par le débat contre ce qui se passe, mais il n'y aura aucune voie à travers notre opposition pour déboucher sur... Mais vous n'avez, depuis 2016 aussi, vous êtes aussi arrivé... de distribuer quelques bons points au régime, n'est-ce pas? Vous ne payez pas tout en noir, non? Écoutez, je suis quelqu'un de très bonne foi. Pourquoi est-ce que vous doutez de ma bonne foi? Je suis quelqu'un de très bonne foi. Par conséquent, quand vous êtes un politicien de bonne foi, vous ne voyez pas que du noir. Tout ne peut pas être peint en noir dans ce que fait Patrice Talon, sinon nous serons de mauvaise foi. Je ne peux pas être d'aussi mauvaise foi pour dire, écoutez, depuis 2016, rien fait. Qu'est-ce qui marche fondamentalement au Bénin depuis 2016? Écoutez, plusieurs choses marchent. La réforme de l'état civil, par exemple, qui est engagée par Patrice Talon, est une très bonne réforme sur laquelle on peut se baser pour mettre en place des programmes pour l'inclusion financière au profit des jeunes entrepreneurs et plusieurs autres programmes. C'est une très bonne réforme. Aujourd'hui, il y a des réformes fiscales. Ces réformes fiscales-là, même si je dois avouer que ces réformes sont venues un peu trop tôt dans une économie qui était stagnante. Donc ces réformes-là sont venues un peu trop tôt, mais ce sont des réformes qu'à un moment donné, on peut améliorer pour pouvoir dynamiser les revenus de l'État. Donc oui, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Je n'applaudis pas forcément les routes qui sont en train d'être construites, parce que Sogolo en a fait, Kérékou a fait, Yaïboli a fait, Patrice Talon fait. Donc ça c'est une mode, tout le monde fait des routes, donc ce n'est pas le développement forcément. Vous sachant très pointu sur les questions de gouvernance économique, j'aimerais bien savoir quelle sera la solution que vous apporterez à travers votre parti pour répondre réellement aux besoins fondamentaux des populations, des communautés. Vous savez, à travers notre parti politique, oui, qui sera créé dans les mois à venir, nous avons l'intention d'engager le débat sur plusieurs questions, notamment sur des questions purement économiques et financières. Aujourd'hui, nous essayons, je ne vais pas dire que nous faisons, mais nous essayons de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'entrepreneurs, que les jeunes qui ont à cœur de développer des activités économiques puissent avoir une certaine expertise. Cette expertise leur permettra, au-delà du capital relatif qu'ils auront pour mettre au service de leurs activités, de comprendre cette activité-là et de ne pas tomber en faillite aussi facilement. Donc, ces formations que nous donnons, qu'on appelle une formation top entrepreneur, est déjà un engagement économique. Bon. Cet engagement économique, nous avons l'intention de lancer des débats sur l'engagement financier. C'est-à-dire, comment faire en sorte pour que ces entrepreneurs que nous formons aujourd'hui, à qui nous donnons de l'espoir aujourd'hui, puissent, au-delà de la formation, de la connaissance, avoir accès à des financements. Ce sont des questions de politique.
ce sont des décisions d'État. Donc, ce sont des débats que nous avons l'intention d'engager au bénéfice de ces entrepreneurs-là. Mais il y a d'autres débats aussi, tels que le social, l'accompagnement des populations les plus vulnérables, l'inclusion des populations qui sont victimes de dégâts climatiques. Donc, les questions de sécurité territoriale, toutes ces questions qui sont des questions de politique, nous avons l'intention de les engager réellement au profit des populations que de rester à parler de démocratie, de liberté, de ceci, cela. Ce n'est pas que nous ne sommes pas dans la démocratie, mais nous pensons que ce sont des questions qui vont de pair avec les questions économiques. Je vous posais la question il y a un instant. Est-ce que vous êtes attendu au Parlement dès 2023? Vous avez dit, je vais insister sur le mot, malheureusement non. Mais nous savons que vous pouvez être peut-être mû par de bonnes intentions, mais si vous n'avez pas le pouvoir de décision, vous ne pourriez pas fondamentalement rien changer de façon aussi rapide qu'on puisse peut-être se l'imaginer. Richard Boni Ouaurou, beaucoup de personnes vous prêtent l'intention de logner le fauteuil présidentiel en 2026. Oui ou non, est-ce que par le truchement du parti à naître, vous seriez au moins candidat en 2026? À l'évidence, il faut avouer que la responsabilité d'un parti politique, c'est d'aller chercher à gagner tout ce qui est élection, que ce soit communal, législative ou présidentielle. Aujourd'hui, pour un parti que vous savez est à naître, nous ne pouvons pas déjà engager ou prétendre aller à une élection présidentielle alors que nous sommes en constitution, qu'il n'y a pas encore de débat sur ces sujets au sein des partis, mais nous pouvons dire que légitimement, étant béninois, n'ayant aucune casserole, ayant une vision, nous avons le droit d'être candidat, si nous le souhaitons, à l'élection présidentielle de 2026. Et au moment venu, vous serez les premiers informés. Richard Boni Ouaurou, sur la question du terrorisme, du djihadisme, il y a l'État islamique qui a revendiqué des attaques au Bénin. Que dites-vous finalement? Et quelle est votre analyse de ce que l'État béninois est en train de faire face à ce phénomène? Le terrorisme, voyez-vous, est une conséquence, pas une cause. C'est la conséquence de plusieurs mauvaises décisions, de frustration des populations, de l'insécurité économique et financière, de l'isolation ou de la marginalisation d'une couche de la population. Dans tous les pays où le terrorisme est survenu, vous remarquerez que la gouvernance dans ces pays-là est boiteuse. Par conséquent, elle fait beaucoup de frustration et les populations les plus vulnérables, celles qui sont sous-éduquées, tombent facilement dans les bras des personnes mal intentionnées qu'on appelle des djihadistes et autres. Aujourd'hui au Bénin, il se trouve que, comme je vous le disais, il faut des réformes pour réorienter l'économie agricole par exemple. Les zones dans lesquelles le djihadisme sévit aujourd'hui sont des zones agricoles, des populations qui n'ont aucune autre formation que celle de l'agriculture. Malheureusement, en l'espace de quelques années, on est en train d'être les premiers, par exemple, dans le domaine du coton. Mais vous remarquerez avec moi qu'aucun producteur de coton n'est riche. Malgré que le coton a fait une bonne croissance, aucun producteur de coton n'est riche. Les producteurs de coton sont davantage pauvres. Et sur la chaîne, ce sont d'autres personnes qui ne se lèvent pas à 5 h du matin avec une roue, qui sont plus riches. Mais au-delà de ça, derrière la croissance du coton, il faut chercher à comprendre tout ce qui intervient. Donc, les pesticides, par exemple. Ces pesticides-là ont l'une des caractéristiques négatives, c'est d'appauvrir les sols. Donc, ces populations se retrouvent à des sols appauvris, ne sont pas riches, n'ont pas de formations alternatives, ne peuvent pas venir dans des grandes villes, on parle d'exode rural,
la frustration augmente, ils vont au Nigeria, ils sont exploités, ils reviennent avec des motos, ils font Zémidjan, l'économie est stagnée, il y a un recul, il y a de l'inflation, ça ne marche plus. Alors, un matin, des personnes mal intentionnées leur disent, au nom de tout ce que vous faites, nous vous proposons une révolution. En premier lieu, c'est pensant bien faire qu'ils s'engagent pour ces révolutions et au fil du temps, ils se retrouvent être des criminels. Donc, je pense que il faut un réel diagnostic sur la question de la gouvernance, sur la lutte contre la corruption, le train de vie de l'État, la réduction du chômage, la formation des personnes vulnérables, l'accompagnement de ces personnes-là et surtout développer des mécanismes pour aider les populations les plus vulnérables afin de pouvoir équilibrer le pays, réduire les poches de frustration et maintenant penser à lutter efficacement contre le djihadisme. Sinon, autrement, ce sont nos forces de défense et de sécurité que nous sacrifions parce que ce sont des gens qui ont un pistolet avec 15 balles dedans, à qui on dit d'aller faire face à des djihadistes qui tiennent des armes automatiques beaucoup plus récentes que ce que nous leur fournissons. Parfois, nos postes de défense et de sécurité n'ont même pas d'essence dans leur machin. Et aussi, il faut que l'État reconnaisse sa responsabilité dans ce djihadisme. Parce que, je peux me tromper, mais on a commencé à parler de djihadisme au lendemain où Patrice Talon a décidé de chasser l'armée ou les gardes forestiers du parc de la Pandjari et d'y installer des privés. C'est pour ça que je vous dis, quand vous recevez des politiciens, allez sur les débats de fond. Parce que sur cette question-là, par exemple, le privé qui est dans le parc de la Pandjari, ce privé-là, on ne sait pas relativement pas qui c'est, les moyens dont il détient pour pouvoir sécuriser cet espace qui est frontalier avec d'autres zones où sévissent le djihadisme, nous n'en savons rien. Mais je dis, il est temps que nous posions les vraies questions et que l'État, qui a la responsabilité de nous sécuriser, réponde à nos questions et nous dise, dans le parc de la Pandjari, nous avons mis telle société et nous avons viré les forces de défense et de sécurité parce que cette société-là détient du personnel équipé et formé pour mieux assurer la sécururité et surtout du personnel en nombre pour mieux assurer la sécurité que nos forces de défense et de sécurité. Ce qui serait utopique, vous entendez avec moi. Mais il faut reconnaître que nous sommes face à des défis dont les causes sont peut-être à cause des décisions politiques qui ont été prises non consensuelles, mais pour l'intérêt d'une personne ou d'un groupe. Et parlant justement, Richard Boni-Mourou, de décisions politiques, le gouvernement parle depuis peu de mesures de suspension des peines. Vous avez sûrement un avis, nous pourrions en parler. Écoutez, je trouve que depuis 2016, il y a une vision totalitaire. Il y a un gouvernement qui prend des décisions qui sont marginales, c'est-à-dire des décisions qui ne sont conformes à aucune norme. C'est des décisions qui sont contraires aux habitudes. Écoutez, aujourd'hui, nous avons une assemblée qui est prête à recevoir un projet de loi qui dit que le chef de l'État prend désormais le fauteuil du juge des libertés et de la détention. Ça ne lui suffit plus, mais au-delà maintenant, il veut rentrer officiellement dans l'appareil judiciaire et décider de qui peut être relaxé et de qui peut-être ne sera plus relaxé. C'est-à-dire que, parce que si vous pouvez suspendre les peines, peut-être que vous pouvez aussi les rallonger. Mais il y a des causes, il y a des raisons pour lesquelles cela peut... Quelles sont les raisons pour lesquelles le chef d'État... Vous avez quand même D'abord, je vais vous les raisons humanitaires, les raisons sociales. Il n'y a aucune raison humanitaire. Alors donc, ça veut dire que vous déniez aux juges de ne pas connaître ces raisons-là. Les juges ne doivent plus faire le travail. Vous dites que... Le supplément voilà, de la population carcérale, les affaires, les conditions peut-être de santé donc vous des détenus donc vous voulez dire... pourraient en bénéficier, non, Richard Boni? Non, c'est détenu, écoutez.
ne faisons pas de l'humour. Hein. Le sujet est très sérieux pour que nous soyons un peu hypocrites. Écoutez, vous parlez de surpeuplement. Mais malgré ce surpeuplement-là, il y a des gens auxquels on ne reproche rien pratiquement, qui sont en prison. Je veux parler de Rekia Madougou, dont on dit qu'elle serait une terroriste, désarmée. Je peux parler de Joël Aïva et de plus de milliers de personnes qui sont dans nos geôles, rien que pour des questions politiques. Il y a un régime qui veut asseoir son hégémonie et qui trouve que ces personnes-là troublent sa tranquillité politique et économique, donc il faut les mettre en prison, il faut les mettre hors d'état de nuit. Vous souvenez du syndicaliste, le truculent syndicaliste, j'oublie son nom, Métoyon, qui est en prison pour avoir reçu une bouteille de champagne, ça coûte 35 000, je vous rappelle, une bouteille de champagne, qui est en prison pour avoir reçu une bouteille de champagne, qui n'a même pas bu, alors que son co-accusé dans l'affaire a reconnu avec toutes les preuves que lui aurait pris beaucoup plus d'argent, mais qui a été libéré. Aujourd'hui, donc il y a toutes ces questions. Donc quand vous me dites que c'est pour des raisons humanitaires, c'est pour des raisons sociales, alors que des personnes qui ne devraient pas être en prison, sont en prison pour que d'autres personnes puissent asseoir leur hégémonie. Je dis, il y a contradiction. Il y a contradiction. Donc, soit vous voulez faire la honte au peuple béninois en disant au monde entier, au Bénin, c'est un pays dans lequel le président du pays, comme on le voit, il y a une allégorie qu'on voit sur le Gondwana, que nous sommes une république bananière dans laquelle le chef de l'État est encore un juge, et peut-être que bientôt le chef de l'État va commencer à dire, bon écoutez, on passera devant lui les personnes qui doivent se marier, et il dira non, telle personne fait trop d'enfants et il ne va pas se marier. Je pense que c'est une honte. Derrière, est-ce que ces mesures ne suscitent pas un peu de l'espoir dans le rang de l'opposition pour les cas Rekia Madougou et Joël Aïva a dit qu'il ne voulait pas de la Grèce. Au contraire, ça ne suscite pas d'espoir. Je pense que si ces mesures-là sont importantes pour le pouvoir aujourd'hui, c'est que le pouvoir doit être désespéré. C'est qu'à un moment donné, vous dites à des gens, nous voulons vous gracier, et ils vous disent, nous ne voulons pas de votre grâce, et vous voulez les forcer à sortir de la prison en vous arrogeant un poste qui ne vous remet même pas de droit. Je vais vous rappeler une chose. Vous savez, nous sommes au Bénin, dans un régime présidentiel. La démocratie béninoise, le système politique béninois, a de cela de différent avec le système politique américain, qui a aussi un régime présidentiel. Le système politique américain, par exemple, le régime présidentiel, l'état administratif est comme un enfant dont les parents sont divorcés. Donc l'administration est gérée autant par le président que par les élus. En France, nous avons un régime semi-présidentiel. Tous ces régimes-là, on parle de la rigidité dans la séparation des pouvoirs. Aux États-Unis, il y a la séparation des pouvoirs. En France, il y a une interférence entre le pouvoir législatif et le pouvoir présidentiel. Mais chez nous, nous sommes dans un régime présidentiel avec ce qu'on appelle la rigidité dans la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune interférence entre le pouvoir présidentiel et le judiciaire. Il n'y a aucune interférence entre le judiciaire, le présidentiel et le législatif. Il y a des murs scellés entre les trois pouvoirs. Aujourd'hui, cette loi que des politiciens sont prêts à voter, que des juristes chevronnés braves ont élaboré, veut briser le mur qu'il y a entre le pouvoir d'État et la justice et installer le chef de l'État dans le fauteuil d'un juge. Et vous trouvez que c'est un avancement, c'est une honte pour notre pays. Très bien, Richard Boni Ouoro, nous sommes à la fin de cette émission. Vous avez votre propos conclusif. Pour conclure, je voudrais dire que nous sommes face à des situations d'une extrême gravité. Aujourd'hui, le chef d'État est tout. Il est partout. Il décide, par exemple, que, en marge d'une visite en France, que lui, il voudrait réduire les naissances. Je pense que ce sont des questions très graves, sur lesquelles nous avons l'obligation
de nous poser des questions si tout va bien au niveau de l'État. Parce que pour Patrice Talon, c'est il y a l'explosion démographique constitue une catastrophe pour le développement du pays. C'est une idée qu'on appelle malthusienne. Vous savez, il y a ce monsieur, un économiste de l'ancien temps, qui avait prédit qu'étant donné que les populations évoluent de façon géométrique, c'est-à-dire 2, 4, 8, 16, 32, et que les ressources, c'est-à-dire ce que nous consommons et autres, évoluent de façon arithmétique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, qu'une progression très rapide de la population pourrait engendrer une catastrophe dans ce sens que la population progresserait plus vite que les ressources. Par conséquent, il proposait même à l'époque ce qu'il appelait comment on appelle, la contrainte morale. Il proposait déjà la même chose que Patrice Talon propose aujourd'hui, qu'il faut réduire les naissances. Et surtout, Thomas Malthus proposait déjà qu'il ne fallait plus aider les plus pauvres, parce qu'en aidant les plus pauvres, que ça les pousse à procréer davantage. Mais la limite à cette pensée de Thomas Malthus, c'est qu'au moment où Thomas Malthus faisait cette prédiction, nous étions à 1,5 milliard habitants, et aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards. Donc, pour dire que, oui, il faut faire des réformes. Je ne suis pas pour une croissance démographique non maîtrisée. Mais le problème, c'est que des gens comme Patrice Talon et Thomas Malthus prennent une situation en déséquilibre et ils prolongent la courbe plus loin. Aujourd'hui, les naissances peuvent contribuer au développement. Il suffit juste de réfléchir à comment développer des mécanismes pour équilibrer les sociétés, mettre la croissance démographique au bénéfice de la croissance économique, mettre les gens au travail, développer des mécanismes de l'innovation et réduire le train de vie de l'État, des technologies, former les gens. Donc, pour conclure, je dirais qu'il y a beaucoup de débats qui sont beaucoup plus sérieux que les débats sur la démocratie, les libertés et tout le reste, même s'il y a des points de jonction. Richard Boni-Ouourou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes politologue, acteur politique, bientôt chef de parti politique. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. J'ai animé cette émission, le Tic Tac avec Joël Touré. Merci d'avoir été avec moi. C'est moi.